Et bienvenue de retour dans cette semaine sur les missiles RR. Aujourd'hui le missile Fox 3, missile actif, Fire and Forget comme on dit. Mais attention, petite particularité, partie 1 de 2. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à dire, tout en restant évidemment avec des sources ouvertes, que je vais faire ce premier épisode que sur les missiles américains. Et demain, je vous sors un épisode avec les missiles russes, mais également français par exemple. Allez, c'est parti. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Demain, on poursuit la sortie de ce contenu. Vous pouvez retrouver tout le reste sur la playlist débrief court. Vous voyez, il y a différentes playlists. Les formats courts, les formats longs, les formats pilotage tutoriel en simulateur de vol. Et après, la même chose en anglais. C'est parti, jingle. Le Fox 3, Fire and Forget, c'est plutôt ce qu'on appelle du long range, de la longue portée. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Il y a un type de guidage un peu mixte. Généralement, initialement, pour aller très loin, ça part sur de l'inertiel. Le missile, grâce au radar, va savoir exactement où se trouve la cible. Il va connaître, avec certaines technologies, le vecteur vitesse également de la cible. Et il va pouvoir partir en allant essayer de se projeter vers cette position future. Imaginez, je dis bien imaginez, c'est juste pour des mathématiques et de la géométrie, que vous avez un missile qui fait du Mach 4, on va faire simple, 40 nautiques, on va dire 80 km par minute, on fait très simple, et lui parcourt 80 km par minute, la cible qu'il doit intercepter fait du Mach 1. D'accord? Donc on va dire qu'elle fait du Mach 1, on va arrondir, on va dire que la cible fait du 20 km par minute également. Et bien ça veut dire qu'au moment où vous avez le missile, l'avion tireur qui va tirer, et bien si l'interception a lieu dans 1 minute, parce qu'il est à 80 km, c'est loin, mais voilà, et bien la position de la cible ne sera plus là où il est à l'instant T, mais à 20 km de là. Donc vous vous doutez bien, ça fait des énormes écarts de distance. Imaginez, il tourne à gauche au lieu d'aller à droite, ce genre de choses. Bref, il y a beaucoup de problèmes, c'est pour ça qu'il y a la lame. La lame, c'est quoi? C'est la liaison avion-missile. Vous vous rappelez le Fox One, ça communique en temps réel. Ben là, en fait, la liaison avion-missile, c'est l'avion porteur qui envoie des informations qui sont reçues par le missile, qui va pouvoir se mettre à jour. Donc en fait, un Fox 3 vraiment long range, c'est une sorte de Fox One qui au bout d'un moment devient autonome, un peu comme un Fox 2. Ah, c'est pas simple, hein. Et donc, initialement, vous pouvez tirer votre missile et faire demi-tour, mais si la cible manœuvre, il y a de grandes chances que votre missile ne trouve jamais la cible, qu'au moment où il va ouvrir son petit radar, parce que pour le coup, il a un petit radar à l'avant, eh bien, il voit personne dans son cône parce que la cible est à l'extérieur du cône. Donc, pour éviter ça, on vient continuer à lui donner des informations. Donc, ce n'est pas que je tire, je fais demi-tour. Méfiez-vous de ce terme Fire and Forget, la réalité est plus compliquée. Les Américains en premier, ils avaient l'AIM-54 Phoenix, le fameux, jusqu'à 6 embarqués sur un F-14. Mais petite problématique, si vous prenez les 6 sur le F-14, il ne peut pas raponter sur le porte-avions avec. Retiré en 2004, le AIM-54 Phoenix, crédité pour 62 victoires aériennes, principalement lors de la guerre Iran-Irak. Les Iraniens avaient des Phoenix. C'est un missile qui fait 450 kg, une charge militaire de 61 kg, 4 mètres de long, du carburant solide. Et là, l'idée c'était quoi? C'est les Américains se sont dit, ouh, Seconde Guerre mondiale, début de la guerre froide, il nous faut quelque chose pour pouvoir détruire de loin des gros bombardiers, comme par exemple le TU-4 Kaboul, ou alors plus tard le TU-16 Badger, ou alors le TU-22 Backfire. Il nous faut du missile qui puisse aller très loin et taper ces bateaux, taper ces avions qui ont une capacité à mettre en œuvre des missiles qui sont très gros, très puissants et qui peuvent être tirés de très loin. Donc il faut réussir à protéger la flotte. C'est pour ça qu'on dit que le F-14 avec l'AIM-54 Phoenix c'était le protecteur de la flotte, empêcher les bombardiers lourds russes d'approcher. Les Russes, leur stratégie c'était de saturer les groupes embarqués américains en arrivant avec une multitude de bombardiers lourds sur une multitude d'axes. En parallèle de l'AIM-54 Phoenix, il y a eu l'AIM-4 Falcon avec différentes versions. Il y a eu le 47, le 26, il y a même eu des versions avec charge nucléaire. Un missile RR avec une charge nucléaire, le Falcon, oui ça existait. Et à la base, ces avions étaient construits pour le F-111B dans les années 60. Donc on retrouve le Falcon avec une appellation qui est AIM 47. Alors AIM,
je vous ai parlé toute la semaine de AIM sans vous dire ce que ça voulait dire. C'est fait exprès, c'était pour voir un petit peu qui pose la question et qui sait dans les commentaires. Il y a un petit jeu de mots. AIM, A-I-M, AIM c'est viser, AIM. Et AIM, ça veut aussi dire, et ça veut surtout dire, Air Intercept Missile. Donc ce sont des missiles d'interception aérienne, mais jeu de mots avec AIM également, viser. Voilà, donc on en revient à notre Phoenix. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Si vous voulez un avion, un missile qui doit aller loin, il vous faut un gros radar. Donc un missile Fox-3 a besoin d'un bon radar. Pourquoi les avions américains sont aussi gros? Ils ont des bons radars, et un bon radar à cette époque-là fait que ça soit gros. C'était des antennes mécaniques, c'était de l'ancienne génération. Il fallait un truc vraiment, vraiment gros. Donc quand ils ont commencé à travailler sur le Tomcat, le F-14 Tomcat, qui vient du programme VFX, eh bien, il y avait l'AWG9, et vous avez ce couple AWG9 qui est le radar avec le Phoenix, et les deux fonctionnaient bien ensemble. En 1977, il y a l'AIM-54C qui est encore mieux en termes de contre-mesure et de risque de brouillage. Le radar a une capacité à suivre 24 cibles en même temps et tirer 6 missiles. Donc il va pouvoir détecter 24 cibles, il va pouvoir guider 6 missiles vers des cibles différentes, et donc c'est très très efficace. Si vous regardez les F-14 de cette époque, ils sont en ce qu'on appelle 2-4-2+. C'est un type d'appellation pour dire le type d'armement embarqué. 2, c'est le nombre de missiles Fox-3, donc généralement 2 missiles Fox-3 AIM-54, 4 Sparrow du Fox-1, 2 Sidewinder, Fox-2 et le plus pour du canon. Donc on vient ranger ça, si vous entendez par exemple parler du Rafale qui est 4-0-2+, 4 missiles Fox-3, 0 missile Fox-1, 2 missiles Fox-2 et plus du canon. C'est du plus létal si on peut dire, ou du plus loin au plus court. Fox-3, Fox-1, Fox-2. Voilà pour l'appellation. Donc 2-4-2+, c'était le F-14 dans sa version classique de protection de la flotte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un missile Fox-1, un tireur Fox-1, généralement quand il vient supporter son missile, il ne peut pas s'occuper d'une autre cible. Donc la grosse plus-value de l'AIM-54, de l'AWG9, de cette technologie-là, ça a été de commencer à permettre de tirer différents missiles sur différentes cibles en même temps. C'était vraiment ça le côté révolutionnaire, si vous voulez, de ce type de technologie. Après, si on regarde les sources ouvertes, on retrouve qu'un AIM-54, eh bien, ça va monter très très haut, 80 à 100 000 pieds. On parle de surcompensation, il vient monter pour avoir moins d'air, moins être freiné par les particules d'air, et pouvoir aller très très loin. À peu près 10 nautiques, encore une fois, c'est de la source Wikipédia, il vient allumer son radar de la cible à moins de 20 km, et il ne peut pas être tiré en dessous d'une certaine distance. La grosse spécificité de ces missiles-là, si vous êtes juste derrière à 100 mètres d'un autre avion, vous tirez un Phoenix, le Phoenix ne pourra pas l'accrocher parce que, en termes de technologie, c'est pas possible, ce n'est pas fait pour, ça se tire à plusieurs kilomètres de l'adversaire. Les Américains ont tiré par plusieurs occasions des Phoenix, ils n'ont jamais fait but avec. Ils ont tiré en 99 contre des Irakiens, ça n'a pas marché. Et derrière, pendant la guerre du Golfe, ce sont les F-15 qui sont assurés le rôle de combat air patrol, de protection aérienne. Pourquoi? Pour des histoires d'interrogateurs IFF et de technologies d'identification à ce moment-là. Donc ils n'ont pas vraiment eu leur chance. Néanmoins, comme je vous le disais tout à l'heure, pendant la guerre Iran-Irak, ça a été assez monstrueux. Et si on regarde, en 1974, l'Iran avait commandé 424 et après ils ont fait une commande supplémentaire de 290 missiles. Au moment du changement politique en 1979 de la révolution en Iran, il y avait 274 missiles qui avaient été fournis. Donc les Iraniens ont commencé avec 274 missiles de la guerre contre l'Irak et ils ont obtenu 70 victoires en tout pendant cette guerre contre du MiG 21, 23, 25, Tupolev 22, Sukhoi 20, 22, Mirage F1, contre du super étendard, même contre de l'AIM-39 et du C-0600 apparemment. Donc ils auraient réussi à intercepter des missiles en vol. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont un magnifique record. Je vous disais tout à l'heure que la charge militaire est de 61 kg. Avec un Phoenix, ils ont réussi à tirer sur une patrouille de 4 qui était du côté de Kharg Island, au nord de Bushehr, là où maintenant il y a une base de F4, pas très loin de leur centrale nucléaire qui est assez connue. Patrouille de 4 qui était de nuit en ingress, comme on dit, en train de rentrer sur le territoire iranien. Ils ont survolé cette île, et une patrouille de 4 très proches les uns des autres. Il y a eu un tir d'AIM
54 donc de Phoenix qui a explosé. Et là, sur les 4 avions qui étaient très proches les uns des autres, 3 ont été abattus et détruits, et un a été blessé et est rentré directement en Irak. Donc c'est pas rien, on peut faire du multiple avec un seul missile quand voilà, on a une charge militaire qui est aussi costaud, et puis un peu de chance, mais la chance fait partie du combat. Voilà pour les M54, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il semblerait que les F1EQ, qui était une version qui a été livrée derrière aux Irakiens du Mirage F1, avec des capacités de brouillage qui étaient meilleures, a vraiment gêné les M54 dans la deuxième partie de la guerre, et que ça montre bien la faiblesse de ces missiles électromagnétiques. S'ils sont face à un brouillage très puissant, un brouillage très efficace, ils peuvent ne pas réussir à accrocher la cible, et dans ce cas-là, servir à rien. Entre 1974 et 1978, il y a eu des tests à Nellis. À Nellis, ils ont décidé de regrouper F-14, F-15 et F-5 et de faire ce qu'ils ont appelé le ACEVAL et le AIMEVAL pour essayer de voir un petit peu où allait le combat aérien. Ils se sont rendus compte que le Fox One c'était bien, mais comme vous étiez obligé de supporter votre missile jusqu'à l'impact, eh bien vous vous retrouviez, même contre un adversaire Fox 2, généralement en fin de support de votre armement dans son volume d'engagement Fox 2, et ça finissait par ce qu'ils appelaient des mutual kills, donc des F-15 par exemple qui se faisaient tuer au moment où ils tuaient des F-5. Donc pas très bien. Qui se sont mis à réfléchir, les Américains, et ils ont fait un Memorandum of Agreement avec les Britanniques, et ils ont dit, nous les Américains, nous allons fabriquer un Fox 3, medium range, pour venir justement compenser ce qui manque, et vous les Anglais, vous allez fabriquer le fameux ASRAAM dont on parlait hier. Ils ont dit d'accord, pas de souci, et en 91, pendant la guerre du Golfe, on retrouvait le F-15, et derrière, à partir de 93, les F-18 avec ce type d'armement. En face, qu'est-ce qu'on avait? On avait les Russes avec l'A-12, dont on parlera demain, avec également la France avec le Mika, dont on parlera demain également. Petite histoire, la A-12 ressemble tellement à l'AIM-120 à l'AMRAAM qu'il est surnommé l'AMRAAMski, ce qui est assez rigolo. Forcément, l'AIM-120 il a des fonctions assez sympas, et notamment une de ses fonctions, c'est ce qu'on appelle le HOJ, Home on Jamming. S'il détecte du brouillage, il va voir ce faisceau de brouillage, il va le suivre sans savoir la distance qui lui reste, mais il va suivre ce faisceau de brouillage, donc il faut se méfier des fois face à ce type d'armement. Il a différents types de guidage, initialement inertiel, après mise à jour par sa lame, liaison avion-missile, et derrière il passe en mode actif, il allume son propre radar. Le PK du AIM-120 c'est de 63,15%, il y a eu un total de 19 tirs pour 11 kills. Je vous ai dit tout à l'heure 10 kills. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un blue on blue, il y a un tir fratricide. Il a abattu 6 MiG-29, un MiG-25, un MiG-23, 2 Sukhoi 22, un Galeb, mais également, malheureusement, un UH-60. Donc des pilotes américains ont abattu un hélicoptère américain pensant que c'était des troupes adverses. Différentes versions, de l'AIM-120A jusqu'au Delta, différents blocs après à l'intérieur de tout ça. Pour faire simple, on a l'AIM-120 Charlie qui date de 96, et derrière on a le Charlie 7 qui est très connu, qui est très utilisé dans le monde à l'heure actuelle, développé à partir de 1998. Le gros avantage de la version Delta, on change un petit peu de type de missile, c'est qu'on gagne 50% de portée en plus. Les tests ont commencé en 2008, c'est vraiment une sorte de nouveau missile avec également du recalage GPS, pas mal de choses sympas. Les Australiens en ont acheté plus de 450, et c'est une sorte de petit météore si vous voulez. On est sur de la technologie quand même assez différente. Le futur pour les Américains c'est quoi? C'est l'AIM-260, le Joint Advanced Tactical Missile. Ils sont en train de réfléchir à l'étape d'après, eh bien c'est ça, c'est l'AIM-260 qui viendra remplacer ou augmenter les AIM-120, parce que je pense que les AIM-120D seront gardés un bout de temps. On va se retrouver avec de l'AIM-9X, AIM-120D et pourquoi pas de l'AIM-260 sous les avions pour permettre d'être très efficace à courte portée, moyenne portée ou longue portée, puisque comme on a bien vu cette semaine, chacune de ces distances a ses propres spécificités. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu mieux maintenant le monde magique du Fox 3. Très important de comprendre ces différents étages de navigation, et vous avez bien vu, on ne rentre pas dans la tactique aujourd'hui. La tactique Fox 3 c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Je regarderai un petit peu ce qui se trouve en source ouverte pour peut-être vous expliquer un petit peu l'idée, mais c'est ce qui se fait à l'heure actuelle dans les forces, et ça sert à rien de passer trop de temps dessus.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. On se retrouve demain pour parler version russe et française. Fly safe.